Bonjour à tout le monde et bonjour les internautes. Donc, bienvenue à ces séries de 2 cours sur, d'une part, STRLv7 et d'autre part, d'autres techniques de circuit. Les séminaires seront donnés par Jordi Cortadella, que j'ai le plaisir d'accueillir et qui vient de l'Université Polytechnique de Catalogne et qui est un grand spécialiste des circuits asynchrones, donc un autre monde que celui que j'ai montré, et qui va également nous parler de circuits élastiques, une invention que je pense assez extraordinaire et dont j'espère qu'elle aura beaucoup de succès. Alors, je voudrais donc vous parler aujourd'hui, si ça marche ça, non, ça n'a pas l'air, d'STRLv7. Alors, STRLv7, c'est un travail qui s'est fait dans une assez longue histoire, après STRLv5, que j'ai montré dans les 2 derniers cours. Et pour bien comprendre ça, il faut comprendre le cycle de développement des circuits que je schématise ici. C'est un très long cycle qui part de l'architecture. L'architecture étant faite par des grands cuisiniers, des gens qui vont manipuler des débits, des notions assez générales sur la puissance de calcul et faire des compromis de toutes sortes, et qui parlent en général des traitements de texte, des tableurs, des choses comme ça, un peu de simulation maintenant. Ensuite, il y a les micro-architectes qui sont d'autres grands cuisiniers qui, eux, vont fabriquer les structures matérielles, les structures hardware qui permettent de faire tourner tout ça. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les designers, qu'on appelle programmeurs en logiciel, mais c'est un peu la même chose. C'est ceux qui vont programmer essentiellement les circuits, maintenant dans des langages dits de haut niveau, qui ne sont vraiment pas de haut niveau pour quelqu'un qui connaît de la sémantique, qui sont VHDL, Verilog, etc., dont la sémantique est extrêmement mal définie et qui sont ceux qui posent beaucoup de problèmes à nous en particulier. Et ensuite, une structure beaucoup plus automatique dans laquelle on va transformer ces designs qui sont des programmes, des très gros programmes, on va les transformer en circuits véritables, c'est-à-dire en portes logiques, en transistors, mais au niveau logique encore. On va faire attention à la testabilité, parce que quand on fabrique un circuit, il va falloir le tester pour être sûr qu'il marche. Pour ça, on met des pointes dessus. Et il faut un minimum de temps savoir si parmi son milliard de transistors, il n'y en a pas un qui est cassé, ce qui est quand même une activité assez compliquée. Le placement en routage, qui peut prendre un temps énorme à l'heure actuelle sur des très grands circuits, de tout ça. La fabrication des masques, qui coûte extrêmement cher. Et finalement, pour tomber finalement dans la fabrication des chips eux-mêmes. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a 2 coupures assez fondamentales qui correspondent dans la façon moderne de faire à vraiment 3 phases assez différentes, avec des gens différents, qui ont des formations différentes. Le design, qui est de la programmation hardware, si on veut. La synthèse, qui est donc quelque chose de très automatisé, qui a été mis au point dans les années 80-90 par des sociétés en particulier américaines, Cadence, Synopsys, Mentor, etc., dont beaucoup sont des filiales de Berkeley, qui jouent un rôle très important dans ce système. La synthèse, et puis finalement la fabrication. Et la fabrication, c'est un autre monde, puisqu'ici, on va parler de fabrication de chips électroniques. Et ça, c'est un monde qui est très disjoint maintenant. Et par exemple, une compagnie comme ARM fait du design et de la synthèse, mais ne fait pas du tout de fabrication. Alors, partout, il faut énormément de vérification. À toutes les échelles, il faut énormément de vérification. Et la vérification formelle, par exemple, avec des techniques dont on parlera dans 2 ans, est tout à fait constante dans la partie synthèse. Absolument toutes les étapes à l'heure actuelle sont vérifiées formellement, parce que humainement, c'est juste impossible de les vérifier. Vérification par test, vérification formelle. Alors, le grand problème de cette chaîne, un des grands problèmes de cette chaîne, c'est que faire du design de hardware, c'est très dur. Et comme on termine dans un objet matériel où tous les composants doivent être prêts le même jour, c'est pas comme une voie c'est extrêmement compliqué. C'est très dur de faire un prototype là-dedans en particulier. Eh bien, le coût des bugs va augmenter fantastiquement avec l'échelle. C'est-à-dire que quand on a des bugs sur des chips produits tard, ce qui est arrivé par exemple à Intel sur l'Ivy Bridge récemment, où un mauvais dimensionnement d'un transistor a fait un bug qui a coûté $1 milliard. Donc ça, c'est un peu dur. Et le bug de la division du Pentium, qui était un bug algorithmique de design, avait coûté $470 millions. Ce sont les chiffres d'Intel. Donc ça, c'est quand même un peu difficile. Et donc, il faut comprendre d'où viennent les bugs. Alors, il y a beaucoup d'endroits d'où peuvent venir les bugs. Il y a beaucoup d'endroits où on peut essayer de les corriger, mais il y a un endroit qui est vraiment un piège, un nid à bugs,
Et ça, c'est assez connu, c'est le passage de la microarchitecture au design. Pourquoi? Parce que la microarchitecture, c'est fait dans des documents de texte, des documents Word, Excel, Visio, etc., de texte et de graphique, et qui ne sont pas dans des langages précis. Alors qu'il y a énormément de problèmes de coins, de problèmes de poteaux, on va le voir ça. Enfin, on en a déjà parlé avec les immédiats, des choses comme ça. Et le passage de la microarchitecture au design est complexe et surtout, il n'est pas régulier, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas le même langage, les architectes et les designers. Et il n'y a pas forcément une bonne entente industrielle entre eux non plus dans l'histoire. Alors, l'idée était de mettre quelque chose ici qui facilite ce passage, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que, d'abord, l'architecte ne peut pas écrire des choses floues, ce n'est pas possible, parce que le langage n'est pas flou. On peut écrire des choses floues en anglais, mais on ne peut pas, ou en dessin, encore plus en dessin peut-être, mais on ne peut certainement pas le faire dans un langage précis. Et d'autre part, les architectes peuvent faire marcher leur design très tôt, beaucoup plus tôt qu'avant, parce qu'avant, il fallait attendre d'avoir des simulateurs ou même le chip pour faire marcher le design. Là, on va le faire marcher extrêmement tôt. Et par ailleurs, ils peuvent faire de la vérification extrêmement tôt également, de la vérification sur leurs idées de design. Et faire ce qu'on appelle le what if dans le domaine. C'était qu'est-ce qui se passe si je change ça? Ça, c'est quelque chose qui était très difficile à faire dans les méthodes classiques. Donc, STRL V7 fait partie de ce qu'on appelle les langages de design formel. Donc, il y en a d'autres. Hein. Il y a aussi des langages de design système qui s'intéressent à d'autres couches. Voilà. Et l'idée, c'était de faire... Alors, les contraintes sont très fortes dans le domaine hardware. L'idée, c'est qu'il faut avoir des chips qui sont tout petits et qui vont vite. On ne peut pas accepter une augmentation de taille un peu grande, on ne peut pas accepter une diminution de vitesse. Donc l'idée, c'est d'être à peu près aussi bon que les humains, éventuellement meilleur. De tuer les bugs très tôt dans le système, puisque très tard, ils coûtent beaucoup plus cher. Et alors en faisant attention à quelque chose qu'on oublie volontiers dans la recherche, qui est qu'il y a des contraintes absolument phénoménales dans tout le système, et que ne pas respecter une de ces contraintes va tuer simplement l'approche. Et par exemple, la contrainte de DFT, si elle n'est pas respectée, ce n'est pas la peine, on ne discute pas. Et il y a d'autres contraintes dont je parlerai l'année prochaine qui nous ont demandé vraiment des efforts scientifiques bien plus grands que ce qu'on fait d'habitude dans la recherche. L'année prochaine, les trois premiers cours seront faits à Sophia Antipolis et je parlerai de rapports recherche et industrie dans l'histoire d'STRL et quels sont les problèmes scientifiques qu'on a eu à résoudre. Je ne peux pas en parler aujourd'hui tout à fait. Je ne parlerai pas non plus aujourd'hui du multi-horloge, je n'aurai pas le temps. Le cours de l'année prochaine sera consacré vraiment au multi-tout. Et donc avec les trois premiers cours à l'INRA Sophia Antipolis, mais qui seront distribués en streaming pour les Parisiens cette fois. Et bien sûr sur le web. Alors si ça marche, on gagne beaucoup. Si ça ne marche pas, on perd beaucoup. Ça, c'est l'industrie. Alors, objectif concret. Définir un langage de haut niveau. Donc, pour écrire de façon comportementale. Les langages comme VHDL ou Verilog sont des langages très hybrides. On va parler de comportement, mais à un niveau assez fin. On va parler de simulation. Ce sont des langages de simulation, ce ne sont pas vraiment des langages de description de hardware. Et puis, on va parler de façon physique, c'est-à-dire on va avoir un module pour mettre les registres, un module pour mettre la logique combinatoire. C'est pas simple, ça fait, et puis des fils de liaison entre les deux. Nous, on voudrait travailler à un niveau beaucoup plus comportemental. Mais on est toujours moins comportemental que les autres qui disent qu'on est plus comportemental que vous. Hein. Il y a par exemple aussi des compilateurs avec des systèmes avec qui on a travaillé, comme Pico, il y en a d'autres, Catapult C, où on écrit des programmes C qui sont traduits directement en matériel. Ça marche bien pour les chemins de données, les calculs sur des tableaux, etc. Ça ne marche pas du tout pour le contrôle compliqué, et c'est ça que nous, on va savoir faire. Mais il faut aussi traiter les chemins de données, parce qu'il n'y a pas de chip sans chemin de données. STRL V5 était très bon pour les chemins de contrôle, mais il était assez ignorant en chemin de données, même très ignorant en chemin de données. Il disait tout ça, ce n'est pas mon problème, vous mettez ça dans C, vous mettez ça dans Verilog, j'y touche pas. Mais ça, ce n'est pas crédible, parce que les chemins de données sont très importants. Donc il fallait avoir les deux. Et puis il fallait l'efficacité. Et donc il nous fallait avoir des compilateurs simulateurs efficaces permettant de travailler très tôt, pour que les architectes puissent faire tourner les designs, qu'ils n'aient pas à attendre les designers, qui travaillent plutôt la main dans la main avec les designers. Ça, c'est vraiment fait. Avec des outils de visualisation et de débogage. Vous savez, l'informatique, c'est invisible, et les circuits encore plus que le reste. Et donc, il faut avoir des outils de debugging absolument
excellent pour arriver à le faire, et surtout dans les systèmes hyper parallèles comme les circuits, c'est très important. Pour être au moins aussi bon qu'à la main, en fait, on a toujours été meilleur, on n'a pas eu de contre-exemple, pour des raisons mathématiques. Et puis, alors ça, c'était un des points, un des vrais arguments de STRL-V7, en garantissant que la simulation et l'exécution du circuit fassent la même chose. Et ça, ce n'est pas vrai dans les systèmes classiques. Il nous a fallu extrêmement longtemps pour traduire STRL-V7 en VHDL pour être sûr que les simulateurs de 3 marques différentes fassent la même chose, alors que tous les 3 disent qu'ils obéissent à la sémantique du langage. Et enfin, sûr, pour croiser les doigts et penser que. Se connecter au meilleur moteur de vérification. La vérification formelle est très fondamentale dans ce système. Elle a été utilisée énormément pour faire des processeurs, pour faire des circuits de contrôle mémoire très compliqués. Elle a été utilisée énormément et très tôt. Et ça a fait vraiment beaucoup de progrès. Ça, c'est dans 2 ans, les cours sur la vérification formelle. Bien. Alors, comment ça s'est passé tout ça? Eh bien, on a démarré à peu près dans les années 90, ça je l'ai montré, avec la traduction des STRL-V5 en hardware, qui nous donnait le principe. En 1995, Synopsys, qui était à l'époque le numéro 2 de la CAO électronique, s'est intéressé à ça et a acheté une licence STRL-V5 et a intégré STRL dans un système qui s'appelle Concentric System Studio, mais qui servait plutôt au design de haut niveau qu'à la synthèse. En même temps, Luciano Lavagno et Helen Sentovic de Cadence Design Systems, dans l'équipe de San Giovanni Vincentelli au laboratoire de Berkeley, ont intégré STRL dans un système de hardware-software co-design qui s'appelle Police et ont développé une variante d'STRL qui s'appelle ECL, STRL C Language, parce que quand on va aux États-Unis, avoir un langage qui n'a pas la syntaxe de C, déjà, c'est un peu comme pas parler anglais, quoi. C'est assez difficile. Ce qui a été beaucoup plus important, c'est en 1998, Michael Kishinevsky, qui a beaucoup aussi travaillé avec Jordi Cortadella, s'est intéressé à STRL. Il l'a expérimenté pour des contrôleurs de circuits un peu compliqués chez Intel. Il trouvait que ça marchait très bien. Et Yves Leduc, Gaël Clavé, à Texas Instruments de France, qui était le leader du GSM, expérimente avec STRL-V5. Donc ça, c'est l'expérimentation. Et avec Michael Kishinevsky, on a défini en 2000 à peu près STRL-V7. La première version. Ensuite, on a créé STRL Technologies. C'est Eric Bantegny, qui était PDG de Simulog à l'époque, qui a dit non, STRL, il faut le mettre à part, il faut créer STRL Technologies. Et on a choisi une approche originale qui était de développer STRL V7 à la fois pour le matériel et le logiciel. Puisqu'on avait des clients dans le matériel, enfin des clients potentiels dans le matériel et des vrais clients comme Dassault, etc., dans le logiciel. Donc on voulait faire les deux. On s'est aperçu que ce n'était pas une bonne idée, je vais vous expliquer pourquoi après. Et il y a eu Intel dans le capital, ça a été vraiment très important pour la suite. Donc on a développé tout ça, c'est très gros, le développement de STRL avec une équipe d'une dizaine de personnes, plus autant pour l'environnement. On a développé tout ça et on a commencé les expérimentations. Et ensuite, on a racheté Scade, donc on a décidé de partitionner software et hardware chez STRL. Là, il y a une raison très simple, c'est que ça a beau être la même technologie, ça a beau être les mêmes problèmes, ce n'est pas du tout les mêmes gens en face. Les mots ne sont même pas les mêmes. Pour parler de quelque chose, de quoi que ce soit, les mots ne sont pas les mêmes. Donc, avoir un seul produit avec un seul mot pour les deux, c'était impossible. Et surtout, on ne peut pas en inventer un troisième. Ensuite, on a donc fait pas mal d'applications vraies, de solutions de problèmes difficiles, d'utilisation en production. Vous avez certainement des bouts d'STRL dans vos téléphones. On a commencé un travail de standardisation à l'échelle d'une vingtaine de personnes dans le monde. C'est malheureusement arrêté, je vais expliquer pourquoi. Donc standardisation, 3 heures du langage, on y a appris beaucoup de choses. Ensuite, on a fait une filiale séparée, on a coopéré avec les gens qui faisaient des compilateurs C, tout hardware comme Synfora. Il y a des designs chez Texas Instruments qui ont été faits sans aucune ligne de bas niveau, uniquement en C d'un côté et en STRL de l'autre. Par exemple, une télévision haute définition sur téléphone, un visualisateur. Coware qui travaillait sur système C, donc la simulation de grand niveau, on en parlera l'année prochaine. Et puis on a développé Scade 6 qui intègre donc STRL et Lustre et Scade de façon assez précise. Ça n'a peut-être pas été mentionné assez la dernière fois, je le refais. Et puis voilà, 2008, il y a un truc qui s'est appelé la chute de Lehman Brothers. Et donc elle a tué strictement toutes les startups du domaine. Ça a été assez simple. Donc TI licencie à peu près 360 personnes sur 1000.
Maintenant, c'est 1000 sur 1000, donc c'est plus simple. On a fermé. STRL-V7 a été repris par Synfora, qui s'y intéressait toujours parce qu'on faisait des designs avec. Puis Synfora racheté par Synopsys. STRL-V7 appartient maintenant à Synopsys, qui l'a mis au congélateur et dont je ne sais pas encore s'il l'a mis dans la tombe ou pas. Donc je ne peux pas vous faire de démonstration, je n'ai pas droit d'accès au système que nous avons fabriqué. Ça, c'est peut-être une grosse différence entre l'industrie et la recherche. C'est dommage parce que je pense que c'était magnifique. Mais bon. Et puis, mais Skate 6, lui, continue sa vie, est en pleine forme et est devenu américain pour cause de succès. En France, c'est comme ça. Alors, passons un peu à la technique maintenant. Qu'est-ce qu'on a changé et de quoi je vais parler? D'abord, beaucoup de nouveautés linguistiques. On a fait beaucoup de progrès sur le terme des données et des données précises et optimisées. Ça, je vais en parler assez longuement parce que je pense que c'est une approche tout à fait originale et qui est vraiment intéressante. Optimisée pour la synthèse et la vérification. Des signaux de sorte beaucoup plus nombreuse, mémorisés ou pas, avec ou sans valeur initiale, immédiat ou retardé, etc., mais toujours dans la même veine qu'STRL V5, toujours la même chose. Meilleure modularité. Pour traiter de très gros programmes, on écrivait des programmes de 20 000 lignes, hein, donc 20 000 lignes d'un langage très compact, c'est énorme. Et donc, il fallait avoir des modularités très fortes et des choses assez originales comme les miroirs dont je vais parler. Et puis de la généricité partout, mais ça, c'est maintenant classique. Des nouvelles instructions, une façon d'écrire plus compacte que STRL V5, ça je vais en parler. Et puis évidemment des tableaux. Et donc, on était confronté à un problème qui n'a jamais été vraiment résolu, c'est quoi un bon langage de tableau? Et ce problème est toujours absolument ouvert. Hein, il y a plusieurs approches. Il y a des approches très impératives, des approches très fonctionnelles, comme dans Skate 6. On n'a pas de bon langage de tableau, c'est un problème toujours ouvert. On a essayé de faire notre mieux, mais je pense qu'on peut encore faire mieux. Et puis des meilleurs branchements. Alors, une chose dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais dont je parlerai dans mes cours d'année prochaine, au 3e cours à Sofia, la manipulation d'horloge. Donc le masquage de cycle, le clock gating, j'en parlerai la prochaine fois. Quand même, mais le multi-horloge modulaire, alors là, c'était un vrai problème. Au moment où on a commencé, les chips étaient vraiment mono-horloges, la plupart, et quelques années après, ils étaient tous multi-horloges, avec des horloges nombreuses, et éventuellement pas tout en marche, etc. Et là, il a fallu qu'on travaille beaucoup pour s'apercevoir qu'il n'y avait rien à faire. C'est-à-dire que les concepts mathématiques d'STRL supportaient parfaitement le multi-horloge en faisant rien. Il fallait juste s'en apercevoir, tourner la tête dans le bon sens. Et ça a été une très très bonne nouvelle. Alors, on ne supportait pas tout, hein. On ne modélisait pas la métastabilité, etc., mais permettait d'écrire des programmes et de les synthétiser de la façon qui rendait les gens contents. Alors, une très bonne nouvelle là-dedans, qui montre la solidité d'une théorie, je pense, c'est que la sémantique, il n'y a rien eu à changer. C'est la même sémantique qu'avant. Le langage est énormément plus évolué, la sémantique est la même, et c'est aussi la même pour le multi-horloge, ce qui n'était pas du tout évident, parce que le multi-horloge, en général, ce n'était pas du tout présenté de façon sémantique. Alors, le tout arrive à un système qui avait à peu près cette tête-là. Donc, on avait ici, la spécification, donc des diagrammes d'architecture graphique, mais tout à fait formels, dans le style il y avait des 5 charts d'un côté, donc des automates, mais aussi des diagrammes de boîtes avec des connexions comme on fait en hardware normalement, le langage textuel, les définitions de choses à vérifier qui étaient aussi formelles, mais même éventuellement avec des logiques temporelles, ça on en parlera dans 2 ans, tout un système de debugging et de simulation qui permet de vraiment faire des visualisations très, 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 très puissantes, de vérification formelle, d'équivalence de programme. L'équivalence de programme, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait assez popularisé. En gros, c'est très utile de savoir si 2 programmes font la même chose, pour une raison assez simple, c'est j'écris le premier, il fait ce que je veux, mais il n'est pas bien écrit. Et dans ce cas-là, j'y touche plus. C'est ça là, que font les gens. Alors qu'avec un système d'équivalence, j'écris le premier, je le mets au congélo et je le mets joli. Et je vérifie avec le système d'équivalence que le comportement est le même. Et ça peut se faire automatiquement. Pas à l'échelle d'un processeur, mais à l'échelle de composants difficiles, comme il y en a partout dans les hardware. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Ensuite, de la génération de tests, de code, pardon, et de tests aussi.
hardware ou software, c'est-à-dire directement sur les circuits ou sur des simulateurs qu'on peut intégrer dans les simulateurs standards, System C par exemple. Et puis du project management, voilà. Donc c'est toujours, bien qu'en catalepsie, un système très très évolué pour faire ça. Je pense qu'il a rendu les gens très contents. Alors, voici maintenant un peu, on rentre un peu dans le sujet, voici les types. Alors, les types, on a fait beaucoup d'études pour se dire, mais il faut aller assez loin. Par exemple, en C, vous avez unsigned. Bon, c'est des nombres non signés, 32 bits, bon, c'est bien. Mais en hardware, on veut mieux que ça. On veut mieux que ça, et on veut, par exemple, des unsigned de n. C'est des entiers positifs compris entre 0 et n-1. Ou si on veut, de 0 à n-1, donc il y a n entiers dans unsigned de n. De 0 à 4, de 0 à 7, de 0 à 2 puissance 32 moins 1, etc. Et puis, on utilise une notation pratique, c'est unsigned avec un double crochet de n, c'est les entiers de 2 puissance n. C'est-à-dire, c'est en gros ceux qui s'écrivent avec n bits en binaire. Mais le binaire, il n'y a pas que ça dans la vie, hein, on va le voir après. Alors, pourquoi faire ça? Eh bien, parce que si on compte seulement le nombre de bits, on y perd beaucoup. Par exemple, vous prenez 4. 4, ça demande 3 fils. Comme type, c'est unsigned de 5, puisqu'on va jusqu'à n-1. 5, c'est unsigned de 6, qui demande 3 fils aussi. Si vous êtes naïf, quand vous faites la multiplication 4 fois 5, il faut 6 fils. 3 plus 3, ben non, il en faut que 5. D'accord? Donc, il est très important qu'un type checker puisse voir qu'il n'y a que 5 fils et pas 6. Et donc, on va faire un type checking précis au nombre près. Et aussi pour vérifier l'indexation des tableaux. Si votre tableau est de taille 17, ce n'est pas le nombre de bits de l'index qui vous intéresse, c'est bien sa valeur. Donc ça, c'est très important. Et donc, alors ça, on l'a fait pour tous les types. Je vais vous le montrer que pour deux, c'est les signed et les unsigned. Et ça demande de regarder toutes les opérations vraiment très précisément, bien plus précisément qu'on ne fait d'habitude. Parce qu'on veut que les mathématiques soient respectées. 4 fois 5, ça ne fait pas 20. On sait, si vous travaillez sur 3 bits. Hein, si vous prenez la multiplication de 2 puissance n-1 par 2 puissance n-1, on sait ça fait n'importe quoi. Ça fait 0, essentiellement. Donc, C ne fait pas des mathématiques, il y a la troncation. Là. Nous, on ne veut aucune troncation. On veut garantir que les mathématiques sont respectées, que A plus B, c'est A plus B, quel que soit le type. Alors, c'est rigolo à faire. Alors, regardons par exemple les opérations. La première opération, c'est l'addition. Alors, quand j'additionne deux nombres, de type unsigned de m et unsigned de n, je veux leur somme. De quel type elle est? Elle est de type m plus n moins 1. Pourquoi? Parce que sa valeur maximum, c'est m moins 1 plus n moins 1, qui est m plus n moins 1 moins 1. Donc son type, c'est unsigned de m plus n moins 1. Donc ça dit que le vérifieur de type va faire une propagation essentiellement de ces choses-là. Si je fais une soustraction, unsigned de m, unsigned de n, ça va sur unsigned de m. Pourquoi? Parce que la valeur maximale, c'est m moins 1 moins 0. Donc c'est m moins 1. Donc le résultat, il est nécessairement de unsigned de m. Bon, ça, c'est pas compliqué. Si je fais un produit, eh bien, la valeur maximale, c'est m-1 fois n-1. Donc, le type, c'est m-1, n-1 plus 1. Pas compliqué non plus. Une division. Alors, il ne faut pas que le deuxième argument soit nul, comme d'habitude. Et la valeur maximum, c'est m-1 divisé par 1. Donc, c'est le premier argument qui domine. Un modulo. Un modulo, c'est plus subtil. Un modulo, il y a deux cas. Soit m est tout petit devant n, auquel cas c'est unsigned de m-1, parce que si vous prenez modulo un truc plus grand, ça ne va rien changer. Soit m est plus grand que n, dans ce cas-là, il faut prendre n-2. Parce que modulo n-1, c'est entre 0 et n-2. Vous voyez là, ça devient un petit peu plus subtil, mais enfin bon, ça se trouve. La puissance, bon, rien de spécial, c'est m-1 puissance n-1 plus 1. Alors, d'autres opérations qui sont fondamentales en hardware, saturé. L'arithmétique saturée sert beaucoup en photo, etc. Saturé, ça veut dire, si j'ai une valeur plus grande que m-1, je la ramène à m-1. Bon, ça sert beaucoup. Les comparaisons, ben, c'est les mêmes que d'habitude, sauf qu'il faut évidemment en ramener à la même dimension. Alors, une dont je vais me servir tout le temps, c'est la bin size. Donc, bin size, c'est quoi? C'est le nombre de bits qu'il faut pour écrire un nombre. Donc, c'est lié au log 2, bien sûr, mais bin size de 3, c'est 2, bin size de 4, c'est 3. Okay, ça, on va s'en servir beaucoup. Alors, une opération très fondamentale, c'est assert m d'une expression. Assert m, c'est je déclare que la valeur de l'expression est comprise entre 0 et m-1. Je déclare ça n'importe où dans mon programme,
Il y a des endroits où c'est même fait implicitement, on va le voir. Et à ce moment-là, ça doit être vérifié à la compilation par un type checker, ou bien à la simulation par un simulateur, ou formellement par un vérifieur. Et ça, c'est très, très fondamental. Ça permet de trouver des bugs de façon vraiment très agréable. Alors, un peu plus compliqué, nettement plus compliqué, les entiers relatifs. Donc, il y a un bit de signe en plus. Alors ça, c'est une arithmétique qui est un peu difficile parfois, vous allez voir. Alors, en gros, les entiers relatifs, notre choix, ça a été de dire qu'on prend les entiers entre -n et n-1. C'est-à-dire c'est les mêmes avec le bit de signe, hein, simplement. Et ça va entre -n et n-1. Donc, au lieu d'avoir 0, 1, 2, 3, on a -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Et puis, les entiers de n avec 2 crochets, c'est 2 puissance n-1. Et si vous regardez bien, c'est ce qu'il faut pour écrire n bits. Donc, c'est pour ça qu'on met ces doubles crochets qui rappellent un peu les tableaux de bits. Mais les entiers ne sont pas des tableaux de bits, ce sont des entiers abstraits. On ne sait rien sur leur représentation interne, qui est à la discrétion du compilateur éventuellement. Hein. Alors, quelles sont les opérations? Il y a le plus unaire, bon ça c'est l'identité, il y a le moins unaire. Alors le moins unaire, il est rigolo parce qu'il passe de sin de m à sin de m plus 1. Parce que comme on a -m comme valeur minimale, la valeur maximum c'est -m, c'est m. Et donc ça, il faut un cran de plus pour le tenir. Donc même le moins unaire est non immédiat. La valeur absolue qui va donner un unsigned, est pareil, il faut passer à m plus 1 parce que la valeur absolue de -m, c'est m. Alors il faut regarder toutes les opérations comme ça. Bon, le plus, sa valeur minimale c'est -m moins n. Donc lui, il va de mn dans m plus n. C'est pas pareil que unsigned du tout, hein, ça n'a aucun rapport presque. Pareil pour le moins. Bon, je vous ai mis, il faut regarder dans les slides hein, qui sont sur le web, je vous ai mis les choses. Alors la division c'est -m sur -1, la valeur maximale. Donc il faut vraiment regarder très très finement chaque opération. Et puis il y en a qu'on n'a pas introduites parce qu'on n'avait pas besoin, puis il y en a des bizarres. Il y a modulo. Alors modulo dans les signs, c'est très intéressant. Si vous prenez C, Ada, Pascal, vous calculez modulo, vous allez trouver que des réponses différentes partout. Et puis vous regardez en maths ce que c'est que modulo, et les mathématiciens, il y a des très beaux articles qui vous disent, bon, on ne sait pas. Il y a 4 définitions possibles, il y en a une qui est vraiment pas terrible, les 3 autres, elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Alors évidemment, dans les langages de programmation, vous ne verrez jamais ça marqué nulle part. Hein, donc modulo, on est un peu embêté avec ça. Alors on a aussi la saturation, mais dans les deux sens, hein, soit du côté négatif, soit du côté positif. On a les comparaisons, on a l'assertion, exactement la même chose que pour les unsigned, et on a aussi la conversion dynamique de signed en unsigned dans toutes les opérations mixtes. C'est toujours pareil, quand on a un unsigned, il va être promu en signed. Et on a des opérations explicites pour ça. Par exemple, le plus unaire appliqué à un unsigned, plus 3, c'est un signed, et il est de type signed de m. Et la valeur maximale, c'est m-1. Et puis, on a également le moins appliqué à un entier, -3, c'est de type, pour le coup, signed de 3. J'ai pas écrit une bêtise là. Ah non, mais voilà. -3, c'est de type unsigned de 4, et ça devient de signed de 3, parce que -3, c'est dans signed de 3. Donc, bon, alors le type checker va vérifier tout ça, et vous allez voir que c'est assez spectaculaire le résultat qu'on obtient, et ça permet d'avoir un design complètement optimal. Hein. Alors, le type checker, j'ai dit, et pour ceux qui aiment bien les types, quid de la type inférence, et ça, on va voir que c'est beaucoup plus dur. Alors, bon, mais il faut des tableaux aussi, et des tableaux de bits. Ne pas confondre les tableaux de bits et les nombres. Il faut arrêter cette confusion. Je vous ai montré des tas de systèmes de numération, par exemple les numérations molles dans le cours de Hadik, les numérations molles pour faire des additions dans le premier cours. Alors voilà, tableau, c'est comme d'habitude, type byte, boule de 8. Bon, boule, c'est des booléens. Et puis on peut dire qu'un opcode, c'est un byte, rien de spécial. On peut dire, par contre, on peut dire un pixel. Un pixel, c'est, attention, hein, un pixel, c'est pas un tableau de bits, c'est un tableau de nombres, de nombres entre 0 et 255. Puis on peut prendre des tableaux, par exemple, à 2 jeux de dimensions, une matrice carrée qui est une image et une dimension supplémentaire qui est une pile d'images. Par exemple, si vous faites du HDR en photo, mélangez 5 images prises à des diagrammes différents, high dynamic,
5 images à 5 diaphragmes différents que vous mélangez, vous allez travailler avec une structure de données comme ça. On peut faire des indexations partielles. Par exemple, si j'indexe x de ij, je vais tomber sur pixel de 5 comme type. Ça, c'est classique. On peut extraire des sous-tableaux en prenant soit un composant unique, soit un range, soit un sous-tableau contigu. Et donc là, si je prends 1, 3, 7, 2, 5, je vais tomber sur pixel de 5, 4. Alors, la dimension, toutes les dimensions doivent être évaluables statiquement, et le type checker va donner des assertions de taille implicite, Par exemple, si j'écris x de j, ij, k plus 1, je vais faire assert size de i, donc i est plus petit que size, est entre 0 et size de j, 5 de k plus 1. Et ces assertions vont être vérifiées automatiquement par un vérifieur ou comme d'habitude. Alors, les bits vecteurs, c'est un peu spécial, ça sert beaucoup. Et les bits vecteurs, c'est juste des vecteurs de bits. Ici, vous avez un mot 32 et une mémoire d'une certaine taille. Et puis, vous avez des constantes comme ça. Et puis, vous avez l'égalité, des shifts, ça se trouve dans tous les langages, des concaténations, poids fort d'abord, poids faible d'abord. Et puis, des extensions à des tailles plus grandes. Et puis, des retaillages. Et puis, des retournages. Tout ça, c'est tout à fait standard. Et puis, vous avez d'autres choses, par exemple, des cartes. Donc, les cartes, c'est très, 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 très important en matériel. Par exemple, quand vous avez un mot, vous pouvez vouloir dire le premier byte, low byte, c'est 0,7. Ensuite, le low half, c'est 0,15. Le high half, c'est 16,31. Et ça peut être redondant, ces cartes. Ou vous pouvez avoir des cartes nommées. Par exemple, une instruction, c'est un opcode. Un bit qui dit que c'est immédiat. Là, c'est plus un tableau, c'est un bit. Un numéro de registre, une adresse. Et là, on donne un nom à cette map, simplement pour le debugging. Quand on a un mot mémoire, on va pouvoir, avec sa souris, dire « je le veux dans telle carte ». Ça permet de le regarder très très vite. C'était affreux avec les dumps d'avant, ça. Donc ça, c'est tout à fait important. Et puis, on peut faire des maps plus simples, parce que quand on a des très longues maps, calculer soi-même tous les index, c'est pas rigolo. Donc, on va faire des maps séquentielles dans lesquelles on dit les 8 premiers bits, c'est de l'opcode. Ensuite, il y a un bit immédiat. Ensuite, les 7 bits d'après, c'est register. Et les 16 bits d'après, c'est access. C'est une façon agréable de se simplifier la vie. Bon, alors ça sert énormément. Alors, ce qui est très important, c'est la relation entre les nombres et les bits vecteurs. Alors, la relation, nous, on n'a pas choisi que tous les nombres étaient en binaire, parce que ce n'est pas vrai. On verra l'année prochaine que, par exemple, dans les circuits multi-horloges, on utilise énormément le code Gray. Vous savez, le code Gray, c'est un code qui a l'avantage que quand on fait plus 1 sur un nombre, il n'y a qu'un seul bit qui change. Et donc, quand vous transmettez un nombre entre zones d'horloge, vous diminuez, vous avez une probabilité constante de métastabilité, alors que si vous avez 31 bits à 1 et que vous faites plus 1, vous avez 32 bits qui changent. Et donc là, vous avez 32 fois plus de chances d'avoir de la métastabilité. Donc, le code Gray est très important. Et c'est connu depuis longtemps, il est utilisé pour beaucoup de choses. Mais voilà. Donc, par exemple, si on veut traduire en binaire, on emploie la fonction u2bin. On dit u2bin de l'expression, ça donne l'écriture binaire du nombre en question. Alors, comme on sait tout sur les nombres, on sait exactement calculer les bonnes tailles. Et puis, on peut spécifier la taille de sortie si on a envie. Et u2gray, ça fait la même chose en code Gray. Et par exemple, u2onehot. Onehot, vous savez, vous mettez, par exemple, pour 3, 0, c'est 0, 2, c'est 0, c'est 1, 0, 0, 0. 2, c'est 0, 1, 0, 0. Et 3, c'est 0, 0, 1, 0, etc. Il y a un seul nombre à 1 dans une liste de 0. Et donc, onehot, ce n'est pas du tout la même taille, c'est plus grand, c'est super pratique. On l'a utilisé dans la traduction SAL V5 pour les codes de retour, par exemple. C'est ça qu'on utilise, mais ce n'est pas du tout les mêmes tableaux. Et puis, voilà des écritures typiques, 6 en binaire, 6 en Gray, 6 en onehot et 6 en onehot sur 10 bits. Voilà comment ça s'écrit. Et donc, de pouvoir maîtriser ces choses tout à fait finement, c'est vraiment très, très intéressant pour le design, sauf que c'est un peu lourd et qu'on aurait aimé avoir de l'inférence de type et qu'on n'a pas eu le temps de s'occuper de ce problème, mais l'inférence de type de ça, c'est pas simple comme on va le voir après. Et puis, bien sûr, on a ajouté la possibilité pour l'utilisateur de se définir son propre code. Quand vous faites un diviseur, vous avez des codes beaucoup plus malins que ça à l'intérieur. Alors, l'inverse se fait aussi, bien sûr. Vous pouvez traduire les bits vecteurs en unsigned. Donc, si vous avez une expression, un bit vecteur de taille m, vous allez avoir un unsigned de taille double crochet m, c'est-à-dire 2 puissance m.
Et vous pouvez faire ça avec la taille que vous voulez, vous pouvez le faire en grey, vous pouvez le faire en one hot, etc. Alors vous pouvez faire la même chose pour les signs, bien sûr, alors il faut faire très attention au calcul, je pense qu'on s'est gouré dans le standard, Marc Duranton n'est pas là, mais je lui ai tiré les oreilles, on a dû se tromper dans la page du standard sur un calcul là-dessus. Bon, les signs, ça se traduit en bits vecteurs pareil, il faut faire attention aux tailles. Ça, c'est pour les types. Bon, il y a d'autres types. Il y a les types énumérés, il y a les types abstraits, il y a des tas d'autres choses. Et passons aux signaux. Donc, les signaux, ils sont, vous savez, en SRL, il y avait les signaux purs qui ont juste un bit de présence, et puis il y avait les signaux avec valeur. Eh bien là, on va faire la même chose, mais on va enrichir beaucoup, parce qu'on a beaucoup plus de besoins en matériel. Donc, à la base, c'est la même chose. On a des statuts qui disent c'est présent ou c'est pas présent, c'est 1 ou c'est 0. Et une valeur. Et la valeur et le statut sont uniques dans l'instant pour un signal, plutôt pour une incarnation d'un signal, si vous vous rappelez le cours sur la compilation des SRLv5. Mais on va rajouter beaucoup d'autres attributs, comme le fait d'être registré, le fait d'être temporisé, le fait d'être initialisé, etc. Par exemple, si je dis signal S1, ça veut dire il est pur, il n'y a pas de valeur. Bon, très bien. S2 de pointé, ça veut dire il est pur, c'est-à-dire il a un statut et il a une valeur de type T qui est mémorisée. Ça, c'est en STRL-V7 de production. S3, combine T, combine F, ça veut dire on autorise plusieurs émetteurs, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, dans notre langage. On autorise plusieurs émetteurs et on va combiner les valeurs émises par F. Par exemple, si je veux vous compter, vous dites chacun 1, vous parlez tous en même temps et moi, automatiquement, j'ai le nombre de gens qu'on dit 1. C'est extrêmement pratique. Ça, c'était déjà en V5. On peut dire T initexp, ça veut dire le signal T a une valeur, un statut plus une valeur qui est initialisée à l'expression. On peut dire T combine F initexp, etc. Alors, on peut aussi dire qu'un statut, si on n'en a pas besoin, ça coûte un fil. Donc, il ne faut pas qu'on ait ce fil. Donc, dans ce cas-là, on dit value. Value T, ça veut dire qu'il n'y a pas de fil de statut, il y a juste un fil de statut, ça se dit enable en anglais aussi, si on veut, hein. Il n'y a qu'un fil de valeur. Alors, on peut le faire combiner. Et puis, on peut le déclarer temporaire, c'est-à-dire que par défaut, comme en SRLv5, une valeur est mémorisée d'un instant sur l'autre. Mais mémoriser, ça coûte cher en matériel. Donc, on pourrait dire que ce n'est pas le bon défaut. Le bon défaut, ce serait plutôt d'être temporaire. Bon, là, on l'a fait à l'inverse. Nous, on a pour compatibilité avec V5, on a dit temp. Temp, ça veut dire qu'il n'y a pas de mémorisation. À chaque instant, la valeur est recalculée. Évidemment, on peut tout mélanger. On peut dire temp value T combine F initexp, et ça se fait tout le temps, ça. On y gagne beaucoup, parce que quand on ne fait pas ça, on est obligé d'écrire les choses dans 14 endroits différents. Les signaux retardés. Les signaux retardés, c'est les registres. Alors ça, en hardware, c'est évidemment fondamental. Donc écrit R1, R10, c'est rug, et ça veut dire que quand je l'émets, il ne sera reçu qu'au coup d'après. Rug T, rug value T, combine F, etc. Donc vous allez voir que ces signaux-là jouent un rôle extrêmement fondamental, et ça a été une de grandes avancées. Et donc quand je prends la valeur de R10, point d'interrogation, ça prend la valeur, eh bien c'est la valeur émise à l'instant précédent et pas dans l'instant courant. Et on a choisi de ne pas autoriser pré de R10, dans ce cas-là, de ne pas avoir pré et rug en même temps. On pourrait très bien, mais en général, quand on veut pré, c'est qu'on veut beaucoup plus qu'un seul pré, et on veut en fait une file des précédents pré, et ça se code très facilement, on va le voir dans l'exemple. Nouvelle instruction emit. Emit était une instruction un peu lourde, et puis il y avait des tas d'instructions lourdes qui allaient avec, et donc ça ressemble vraiment à SCADE, hein, ou à lustre, c'est un import de lustre strict. Lustre est complètement avalé à l'intérieur des SRLv7, et on voit ici un emit. Bon, mais il y a plusieurs choses en parallèle. On a choisi virgule plutôt que point virgule pour des tas de raisons, parce que point virgule c'est la séquence chez nous. Et donc on fait un emit, et quand on émet un signal retardé, on met un next devant, et on s'aperçoit que n'avoir que pré en hardware, c'est impossible. On ne peut pas programmer avec pré, ça, c'est impossible. La plupart du temps, on écrit rug et pas pré. En fait, on écrit les deux, beaucoup plus rug. Donc, mais ce n'est pas gênant, la sémantique est la même, tout ça marche très bien. Et donc, next, c'est pour les registres. Alors, et ça rappelle aussi la logique TLA de l'SILAMPORT, qui montre bien que next, c'est très utile. Alors, si vous vous rappelez, dans la montre, on écrivait des choses comme every LR do emit start stop command, every UR do emit lap command. Ça se comprend, mais c'est quand même lourdingue. Et en V7, ça s'écrit comme ça, sustain qui est continu, emit continu, start stop command reçoit LR, lap command reçoit UR. Et là, pour faire plus simple, on ne peut pas.
Bien, alors sur les tableaux, il faut des boucles hein, sur les tableaux. Alors on a choisi de faire des boucles explicites, ce qui est délicat. Hein. Les tableaux, personne ne comprend vraiment ce que c'est. Les tableaux fonctionnels, du moins, parce que le hardware, c'est forcément fonctionnel au bout d'un moment. Donc ici, on va dire, emit, ça c'est une chaîne de retenue toute bête, une chaîne de OU. Hein. On va dire O de 0 reçoit I de 0, for I inférieur à M-1, d'où O de I plus 1, O de I, or I de I plus 1. Alors ça, c'est super simple si on fait l'expansion, c'est-à-dire si on fabrique tout, comme on finit par le faire dans les fils du circuit. Mais on ne veut pas faire ça en logiciel. En logiciel, on ne veut surtout pas fabriquer un programme C de taille le circuit. S'il fait 1 milliard de transistors, le circuit, ce n'est pas bon. Donc on veut que ces boucles-là soient traduites en C par des boucles. J'en parlerai la prochaine fois. Alors ça, c'est vraiment délicat. Et donc il y a des choses qu'on peut faire, comme par exemple de dire qu'on fait des émises séquentielles, que là, pour le coup, ces choses-là sont faites en séquence. D'ailleurs, on devrait plutôt mettre point-virgule ici. Et dans ce cas-là, il faut orienter les boucles forts. Okay, alors là, bon, si on déplie tout, si on fait l'expansion, ça ne change rien. Mais si on fait du logiciel, il n'y a qu'à générer ça en C et ça va marcher. Mais il faut faire pas mal de vérifications pour être sûr que c'est bon. Toutes les personnes qui ont fait du type-checking de tableau vont avoir peur. Alors, tout ça, c'est intéressant. Bon, l'alternative, c'est les tableaux fonctionnels, mais ils ne sont pas non plus parfaits. On n'a pas de réponse. Alors, je vais vous montrer un exemple pour jouer avec tout ça. Donc, un filtre d'image télé qui est issu de travaux qu'on a fait avec NXP, Marc Duranton, qui était chez NXP, où ils faisaient des télés. Les télés Philips, c'était tout à fait extraordinaire au niveau qualité d'image. Et c'est plein de filtres très compliqués. Il faut savoir qu'une télé, ça se compte en terabits par seconde, en téra-opérations par seconde. Une télé, c'est un gigantesque calculateur. Et par exemple, ce type de filtre va servir à... Vous avez une image 720p et vous voulez la passer en 1080p. Si vous voulez faire ça bien, avec une image qui soit belle à la sortie, c'est des calculs abominables. Alors, avec des filtres 2D. Ça, c'est un filtre 1D tout simple. Vous avez une rangée de pixels XI qui arrive, et vous déterminez le pixel YI comme ça, le I-2 plus 4 fois le I-1 plus 6 fois le XI plus 4. D'accord, c'est un filtre de lissage, et donc ça prend une courbe à peu près comme ça. Bon, évidemment, les pixels ne sont pas disponibles comme ça, ils sont disponibles dans des mots de 32 bits, et évidemment, on parle du passé et du futur, là ça ne marche pas bien, donc on a un problème de démarrage, donc il faut attendre 2 coups avant de démarrer quoi que ce soit, et puis à la fin, il faut rajouter 2 coups pour finir. Ça, on va le voir sur un dessin, ce sera plus facile qu'en expliquant avec des mots. Les pixels sont contenus dans des mots de 32 bits, comme d'habitude, ou de 64, ça ne change rien, et donc il faut avoir un délai de 2 au démarrage, ou 3, ça dépend comment on le compte, et les récupérer à la fin. Alors, regardons ce qui se passe. Ici, on va faire notre programme avec 2 modules, tout simple. On va mettre ici un lecteur, le feeder, là. Il va lire des mots de 4 octets, et puis il va envoyer les 4 octets successivement, dans 4 cycles, à Basic Filter, qui va faire le boulot de filtrage. Et ici, il va donc transmettre un signal in pixel, qui va être temporaire, parce qu'on n'a pas besoin de le mémoriser, lui. Et à la fin, il transmettra un signal in and offline pour dire qu'il n'y a plus rien à attendre. Alors, au départ, on initialise ce système-là à 0, okay, et l'initialisation à 0 fait que, après, on va rentrer le premier pixel. Donc, on reçoit le premier mot. J'allume en rouge quand les signaux sont présents. On reçoit le premier mot, on extrait le premier pixel, on l'envoie là, tout ça c'est combinatoire, et ça rentre dans une file d'attente là-bas. Et puis après, on va recevoir un deuxième pixel, on va décaler notre file d'attente, ça c'est une ligne à décalage en fait, un registre à décalage, c'est pour ça que près ça sert pas plus que ça, c'est des registres à décalage qui nous intéressent. Et puis on va rentrer le troisième pixel, et puis au quatrième pixel, le troisième pixel, excusez-moi, j'ai oublié de dire, au moment où on a le troisième pixel, on peut commencer à calculer quelque chose. On estime qu'on a assez d'informations. Peut-être on pourrait dupliquer celui-là là, plutôt que de mettre des zéros, bon ça c'est pas très important. On a assez d'informations, donc on sort le premier pixel de sortie. On a fini notre délai initial, ensuite on a le quatrième pixel, ensuite on prend un autre mot qui arrive et pareil, on va décaler les pixels, lire les pixels, et puis là à la fin, on va avoir à la fin, excusez-moi, oh là là, à la fin, il faut compenser ce qu'on a perdu au début, et donc on va rajouter un 0, puis
je vais dans le mauvais. Bon, je recommence tout. Je suis désolé, c'est pas bien. Voilà. On part avec 0. On lit le premier mot. On prend les pixels, on les décale. Au troisième pixel, on écrit. On a assez d'informations. Ensuite, on continue. On lit le deuxième mot. On envoie les pixels. Là, il n'y a plus de données. On a fini notre ligne d'entrée, la vraie. Mais il faut compenser les 2 cycles qu'on a perdus au début. Donc, on va injecter 2 zéros de suite. Et là, lui va dire, il n'y aura plus rien. Et lui va dire, bon, mais j'ai fini aussi. Hein, donc ça, c'est design assez simple. Alors, comment on fait ça? Eh bien, je vais vous expliquer un peu toutes les caractéristiques du langage sur cet exemple. Bon, pas toutes, mais ce qu'il faut. Alors d'abord, on a des groupes de données, des modules de données, si on veut. Bon, ben ça, c'est très simple. Hein. Ça groupe des constantes, des types, machin. Donc, je donne la pixel width qui est... Alors, unsigned, crochet, crochet. Je n'ai pas mis le type. Ben oui, parce que je mets égal 8, donc le compilateur va savoir que c'est 9, le type. Il n'a pas besoin de moi pour ça. Pixel, donc un pixel, c'est un unsigned de cette taille-là. Hein, c'est pas un nombre. L'image a une certaine longueur de ligne, un certain nombre de lignes, par exemple. Tout ça va être paramétrable après. Hein. Un mot, c'est quoi? Ben, un mot, c'est 32 bits. Et puis, voilà une map qui va permettre d'extraire les pixels du mot. Tiens, d'ailleurs, ce n'est pas évident de rendre les maps paramétrables. Ensuite, on a tout ce qui concerne la ligne d'entrée. Alors, extend, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben, j'importe ces données. Hein, c'est import, si on veut. J'importe tout ce que j'avais dans ces données-là. C'est un petit peu d'orientation objet, mais du pauvre. Hein. Et puis, on définit des constantes. Le nombre de pixels par mot, c'est la taille du mot divisée par la longueur d'un pixel. OK. Rien de bien spécial. Là, on introduit nos données de filtre, hein, donc nos coefficients, 1, 4, 6, 4, 1. Et je dis unsigned de débrouille-toi. Et puis, évidemment, le compilateur va voir que c'est 6 la plus grande valeur et que donc c'est unsigned de 7 qu'il faut mettre. Et puis la somme de tous ces coefficients qu'on aurait pu calculer si on voulait statiquement, le délai initial, etc. Après, plus intéressant, les interfaces. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Quand on a des circuits, on a toujours 1 million de fils. Et si ce n'est pas organisé, c'est galère. Donc on va faire des interfaces hiérarchiques. Donc une interface, ben, c'est assez simple. Là, je prends le Word Data parce que ça, c'est l'interface d'entrée des mots. Donc j'ai un fil dont je n'ai pas parlé qui fait du contrôle de flux qui s'appelle ready, pas très gênant, et un inword de type Word. Et donc je déclare un input, un output. Au milieu, entre le feeder et le filter, il y avait un pixel qui allait passer. Hein. Et donc, qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, je définis. Alors là, il est utilisé dans 2 sens. Il est utilisé en sortie par le feeder et en entrée par le filter. Donc, j'ai écrit côté filter. Donc, je prends un in pixel, qui est un pixel, voilà, et un in offline. Et puis l'interface de sortie, bah, je déclare simplement, je prends les datas qu'il faut et je déclare un out pixel et un out end offline. Et donc comme ça, vous allez pouvoir importer ces interfaces dans d'autres interfaces et construire des interfaces gigognes. Alors il y a beaucoup de choses à faire là-dedans et de temps en temps, on ne veut pas prendre tous les fils, il faut cacher certains fils. C'est sportif, hein, le design de circuit quand même. Alors voilà le module principal. Donc je prends mon interface d'entrée WordIntF, je prends mon interface de sortie OutPixelIntF et je déclare tous les signaux contenus dans l'interface InPixelIntF comme locaux. Ça me les déclare tous d'un coup, c'est assez commode. Et puis je fais marcher en même temps le feeder et le pixel filter. Alors, le feeder, quelle est son interface? Eh ben, il va prendre les datas qu'il faut, il va prendre en entrée le Word Interface par où il lit un mot, et en sortie, il va faire l'opération miroir sur une interface qui consiste à inverser tous ses inputs et tous ses outputs. Alors ça, c'est extrêmement commode. Là, parce que lui, il l'a dans le mauvais sens, puisqu'il a été designé pour le receveur et pas pour l'émetteur. Il n'a qu'à retourner tous les signaux pour avoir son interface correcte. Voilà, donc mirror, c'est vraiment extrêmement important. Alors voilà le code. Le code, c'est un automate hiérarchique. Il n'a pas été fait avec STL Studio, il a été fait à la main, celui-là. En gros, on reçoit un mot. Là, on va envoyer alors là, il manque, je pense que ce n'est pas tout à fait juste parce qu'il manque les U2bin. Là, il manque les U2bin, c'est-à-dire on reçoit des bits vecteurs et on veut des nombres. Mais bon, là, le compilateur sait insérer qu'il faut U2bin à cet endroit-là. Mais normalement, il faudrait mettre U2bin parce que ça, c'est un vecteur de bits et ça, c'est un nombre.
Donc on extrait les 4 bits, on fait ça en rond. En parallèle, à chaque fois qu'on arrive là, on dit end of word, qui est un signal local. Il y a une préemption faible là-haut qui dit si j'ai assez de mots, je quitte ce mode-là pour rentrer dans ce mode-là. Dans ce mode-là, comme elle est faible, la préemption, c'est fait au dernier moment, donc il ne faut surtout rien faire quand on arrive là. On attend un coup, puis là, on se met à émettre des zéros. Et il y a une autre préemption qui va dire si on a compté 2 in pixels, si on a fait 2 fois ça, on va sortir. Et donc, encore une fois, le fait d'avoir des automates hiérarchiques est extrêmement fondamental pour la clarté des programmes. Et ça, par exemple, écrire ça en SCADE textuel, enfin en lustre, c'est extrêmement casse-pied avec un automate hiérarchique. Et l'automate hiérarchique a un gigantesque avantage, c'est le debug. Parce qu'au debug, on colorie l'automate là où il est, et n'importe qui est capable de le lire. Pour le debug, il y a quelque chose d'extrêmement important. Il faut que les programmes soient beaucoup plus faciles à lire qu'à écrire. Il y a beaucoup plus de gens qui lisent des programmes que de gens qui en écrivent. Donc le plus important, c'est que les programmes soient faciles à lire, et donc qu'ils soient bien écrits et que le langage les rende faciles. Le filtre est intéressant. Donc lui, on prend les datas et on prend les deux interfaces, mais cette fois-ci, comme ils étaient conçus dans ce sens-là, on les prend dans le bon sens. Et voilà son code. Alors, première chose, on va déclarer un tableau des produits, les produits des coefficients par les pixels. On va mettre ça dans un tableau de taille 5 et qui est de type Einstein de 1531. Qu'est-ce que c'est que ce nom mystérieux? On va voir. Ensuite, on fait une boucle et qui dit jusqu'à la fin de ligne, faire la chose suivante. La première chose ici, c'est de fabriquer notre file d'attente, notre registre à décalage. Alors là, c'est SCADE, là c'est lustre. Le registre à décalage, c'est vraiment du lustre. On va dire simplement la chose suivante. Continuement, sustain. Quand je reçois un pixel, je dis la valeur de la ligne à retard de 1,4, c'est la valeur précédente de la ligne à retard 0,3. Et la valeur de la ligne à retard 0, c'est la valeur de in-pixel. Et ça, c'est vraiment lustre, il n'y a pas de mystère. Il faut lustre pour faire ça. En STRL d'avant, c'était l'enfer. Ça, c'est la fabrication de la delay line. Maintenant, comment est-ce qu'on calcule les produits? Eh bien, on commence par attendre notre petit délai. Donc ça, c'est vraiment de l'STRL pour le coup. Et ensuite, on émet en continu les produits des coefficients par la delay line. Alors ça, c'est quoi? C'est une extension au tableau de l'opération de produit. Donc c'est très simple. Tout ça est très simple. Ici, on empile mais vous voyez, ici, on n'a pas déclaré de registre et de logique combinatoire séparés. Pré, ça fait des registres, c'est tout. Et ici, donc, await, ça fait un registre. Et donc, on ne voit pas la structure matérielle, mais en fait, elle est exactement la même que celle qu'on aurait faite à la main, mais on n'a pas besoin de savoir ce que c'est du matériel, ça marche aussi en logiciel. Voilà. Alors, après, ce qu'il faut faire, c'est comprendre ce 1531. D'où vient ce 1531? Rappelez-vous que le plus grand coefficient, c'est 6. La plus grande valeur de pixels, c'est 255. 6 fois 255, 1530. Donc le type, c'est 1531. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de l'écrire à la main? Alors oui et non. En STRL V7, alors n'importe qui dans la théorie des types va dire « Oh, mais il faut faire un type checker avec inférence qui va trouver tout seul que c'est 1531. » Jean-Baptiste Notte a essayé de faire ça à l'école normale supérieure. C'est très compliqué, en fait. Nous, on avait une solution plus simple. C'est, quand vous programmez, vous mettez 1. Et le compilateur vous dit « Ah non, 1, ça ne va pas. Le minimum que vous pouvez mettre, c'est 1531. » Merci, monsieur le compilateur, on met 1531. Alors, quand c'est paramétrique, ça marche un peu moins bien, évidemment. Là, il y aurait du boulot intéressant à faire, le type checking des valeurs fines. Alors maintenant, comment est-ce qu'on calcule les pixels de sortie? Eh bien, on va simplement faire, à chaque fois qu'on reçoit un produit, on reçoit un tableau produit, on envoie la somme des résultats, la somme des produits divisée par la somme des coefficients, et on va mettre devant un assert 8 pour bien vérifier que ça tient dans 0,255, parce qu'on veut des pixels. Et ça, le vérifieur formel va dire « no problème ». Si vous mettez assert 7, le vérifieur va vous fournir un contre-exemple pour montrer que ça ne tient pas dans 7 pixels. Ce n'est pas que des vérifieurs, c'est des fabricants de contre-exemples aussi. Bien. Alors évidemment, ce design, il est joliment écrit, je ne pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux.
mais il n'est pas efficace parce que vous avez un très long chemin combinatoire qui passe par les produits, l'extraction des bits, les produits, la soustraction, enfin, l'addition de tout ça, la division. La division par 16, c'est rien, mais la division par 16, c'est rien en hardware, il suffit de ne pas prendre les 4 premiers fils. Hein. Mais il faut faire mieux. Par exemple, typiquement, un filtre comme ça, on demande que les sorties soient dans des registres pour avoir une bonne composition électrique, pour couper tout chemin critique avec tous les copains. Sinon, on additionne tous les chemins critiques. Alors là, il faut vraiment passer à des registres. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Mettre les sorties dans des registres. Eh bien, si on est en VHDL ou Verilog, il faut faire ça à la main. Il faut allouer les registres dans la partie registre, des fils pour connecter la combinatoire à les registres, changer de code. Ici, ça va être super plus simple. Rappelez-vous, on a pris cette interface de sortie. Et ce qu'on va faire, c'est le raffiner. On va le raffiner en disant qu'on prend la déclaration, mais on y rajoute le fait que maintenant c'est un registre. C'est tout. Voilà. Et puis, deuxième changement à faire. Ici, dans le calcul des out pixels et des out end of line, on a juste à mettre next. Et hop, c'est bon, le circuit est maintenant enregistré. Alors à la main, ce n'est pas du tout ça. Hein. Alors, mais c'est quand même trop long. C'est trop long. Il faut pipeliner cette chose-là. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord les produits, ensuite les sommes. Ça ne va pas. Produit plus somme accumulée, les délais, ce n'est pas bon. On veut bien prendre un coup de latence d'un cran et mettre une barrière de registre entre le produit et la somme pour accélérer le cycle, pour que le produit et la somme soient faits en parallèle au lieu d'être faits en succession. Opération numéro 1 du hardware dont Jordi va nous parler abondamment la semaine prochaine, en particulier, même cette année. Donc il faut insérer des registres. Alors comment est-ce qu'on insère des registres? À la main, c'est galère. En V7, c'est trivial. Ici, on a écrit rug et next. Et c'est tout. Donc voilà, le produit est registré. Et dans ce cas-là, on a pipeliné notre design. Et on peut très facilement faire une preuve d'équivalence, effectivement, que ça, c'est la même chose. Si on fait ça, mais qu'on n'enregistre pas les sorties, on a donc mis une barrière de registre au milieu, ça ne change rien au comportement. On demande équivalence entre les deux programmes, il dit oui, no problème. Ça prend un dixième de seconde, ça. Très utile. Généricité, évidemment, là j'ai dit que les pixel width c'était 8, mais on veut avoir des pixel width de taille n'importe laquelle. Et donc, j'aurais pas dû mettre le unsigned de 9 ici, c'est une bêtise. C'est une bêtise, justement, puisque j'ai rendu ça générique. Voilà. Désolé, on a beau se relire. Oups, là, il faut mettre des lunettes pour arriver à attraper le machin. Hop, annuler. Donc, voilà. Donc, ici, on définit un générique et le type pixel est de la bonne taille. Et dès que j'instancie ce machin-là, et que je dis que c'est la valeur de pixel width c'est 16, eh bien le type pixel, c'est une sign de puissance 16, et ça marche très bien. Voilà. Donc, c'est juste à l'heure, comme en STRL. Langage riche et souple pour la conception de circuits synchrones, multi-horloges, on verra ça la prochaine fois, qui rend essentiellement trivial des opérations manuellement difficiles. Typiquement, calculer les tailles d'opérateurs qu'il faut, faire des séquences, des parallèles, des préemptions, la registration, le pipelining, ça ne les rend pas automatiques, ça les rend triviales. Hein. En vrai, on peut mettre des pipeliners automatiques là-dessus. Alors, la proposition I3E l'a beaucoup améliorée et simplifiée, en particulier parce que notre passé logiciel a fait qu'on n'avait pas pris les bons défauts. Typiquement, le défaut, c'était qu'une valeur est mémorisée, ce qui est complètement normal en logiciel. C'est très dur de ne pas mémoriser quelque chose en logiciel. Mais en matériel mémorisé, c'est abominablement cher. Donc, on a tendance à pas oublier de mettre temp, et quand on oublie temp, on paye des registres pour rien. Donc, c'est idiot. Donc, on a changé, et après, c'était même, le défaut était temp, et on a mis même. On a beaucoup travaillé sur tout un tas de détails comme ça, c'est dur. Et le standard, je pense que je vais le ressortir, puisque le langage appartient à l'I3E, et je pense que je vais publier le standard dans sa version actuelle avec l'accord de l'I3E. Voilà, donc l'année prochaine, la fois prochaine, on va voir qu'est-ce qu'il y a comme implémentation. Vous allez voir, l'implémentation, c'est pas trivial de tout ça. Et puis le multi-horloge l'année prochaine. Et donc le standard s'appelle P1778D1, c'est un draft standard, bien sûr, et il est à l'heure actuelle en coma. J'espère pas dépassé. Merci. Je passe la parole à Jordi.